Je voudrais penser à quelque chose et je n'arrive pas. Ça me donne faim quand tu penses. J'ai mon idée sur la question. Pendant mon séjour à l'asile, ils ont étudié mon cerveau de façon intensive. De toute façon, je crois que je n'ai jamais compris ce qu'il avait dans la tête. Comment pourrais-je vous aider de là où je me trouve? Je suis également dans votre tête, je suis vous. Radiocéphale. Bonjour, docteur Jean-Pierre. Bonjour, Dujardin. Et quoi de neuf, docteur? Nous allons rêver cette semaine. Ah. Nous allons essayer de comprendre à quoi servent les rêves et pourquoi est-ce qu'on rêve. Parce que c'est vrai que la nuit, on pourrait imaginer que notre cerveau pourrait profiter de se reposer. Eh bien, pas du tout. Que ça soit en état d'éveil ou en état vraiment de rêve, quand on rêve pendant la nuit, le cerveau est actif à peu près de la même manière équivalente, si tu veux. Et ça, c'est vraiment un mystère. Et encore aujourd'hui, les gens, les psychologues, les neuroscientifiques se cassent la tête, c'est le cas de le dire, pour essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on rêve, est-ce qu'il y a une fonction particulière, est-ce que par exemple on retrouve des reliquats de la vie éveillée dans les rêves, est-ce qu'il y a des différences individuelles, donc personnelles, est-ce que tu rêves de la même manière que moi par exemple, on verra peut-être ça, et puis... La symbolique aussi ou pas? Ah mais non, parce que ça c'est toujours un peu la trappe-couillon, non? On verra surtout que ça n'existe pas. Oui, ça on verra, mais on peut pas aller beaucoup plus loin étant donné qu'il y a aucune preuve qui va dans ce sens et qui pourrait vraiment supporter cette hypothèse de la symbolique. En même temps, on a différentes périodes dans la vie, selon si on va bien ou moins bien, on fait pas les mêmes rêves. Non, ça c'est vrai. Mais justement, alors on va essayer de comprendre ce que c'est. Tout d'abord, une définition, et on verra que ça va pas beaucoup nous aider. C'est comme le dictionnaire de la psychologie, et il est actuel, c'est une définition actuelle. Définition des rêves, image et succession de perceptions imaginaires se produisant pendant le sommeil. Alors comme ça nous fait une belle jambe, d'accord. Mais imaginaire, ou alors ça serait pas une autre vie? Mais alors, des fois j'imagine ça, c'est un autre monde en fait. On va essayer de voir quelles sont les théories actuelles qui sont, si tu veux, explicatives. On verra que peut-être il y a de l'idée quand même là-bas sur l'imaginaire, tout ça. Il faut un petit peu définir de façon plus précise. C'est ça, c'est trop flou. Franchir le miroir. Oui. Passer de l'autre côté, comme le disait Jim Morrison. Break on through the other side. Il parlait des rêves. Peut-être. Ah bon. Ou des acides. Ouais, c'est ça. Alors, c'est vrai que on rêve pas seulement durant le sommeil paradoxal, contrairement à ce qu'on pensait il y a même peu de temps. On rêve à tout moment de la nuit pendant qu'on dort. Donc tous les stades du sommeil on peut rêver. C'est pas tout à fait les mêmes rêves, mais quand même il y en a. Et puis tout le monde rêve toutes les nuits, même si on s'en souvient pas. Ça c'est absolument avéré. Il y a une seule particularité sur justement cet état de rêve, c'est que le niveau de conscience avec l'éveil est tout à fait comparable. C'est-à-dire, quand tu es dans ton rêve, tu es tout à fait conscient de ce qui se passe, tu le vis, tu es présent, et quand tu te réveilles, tu as même des doutes sur le fait que ça soit réel ou pas. Je suis pas convaincu. Il m'est arrivé de faire des rêves en sachant pertinemment que c'était des rêves, et en me permettant de faire des choses dans ces rêves parce que je savais que c'était un rêve. Mais tu étais conscient d'être tu étais en train de vivre la chose. Dans ton rêve, tu es conscient. Non, mais je savais que c'était un rêve. Ah. Donc je pouvais me permettre de faire des trucs que je ferais pas dans la réalité. Ah oui? Comme tuer des gens et tout ça, j'ai pris mon pied, j'avais un gros bazooka tiré partout. Je me suis dit, c'est pas grave, j'irai pas en prison parce que c'est un rêve. Mais disons, tu le vis de façon équivalente, que tu sois dans le rêve ou dans la réalité. C'est ça, c'est que tu es là, présent, et il se passe des choses, tu les vois, tu les ressens, t'as des émotions, tu es là, quoi. T'es pas juste spectateur de quelque chose. Mais ça varie tout le temps. Il y a des gens qui ont un visage, puis après ils ont pas la même tête, mais c'est quand même eux. Ça c'est incroyable, hein. Oui, mais ça j'adore. Je ne comprends pas. Alors justement, état de conscience équivalent à la journée, la seule chose qui change, c'est la volonté qui n'est absolument plus... Alors là, toi t'as dit des fois, t'arrives, alors peut-être t'es dans une phase de sommeil qui est pas le paradoxal, mais peut-être sommeil lent, qui n'est pas encore profond, et t'arrives encore juste oui, mais à la rare. limite. C'est pour ça qu'il faut apprécier. Et je pense que là, c'est juste, t'es dans la transition et peut-être ça se chevauche un peu. Mais normalement, pendant que tu dors, le sommeil, par exemple, profond, il y a peu de chances que tu arrives à avoir de la volonté ou à avoir un contrôle sur quoi que ce soit. Oui, au contraire, on n'arrive à rien faire, c'est une catastrophe. Voilà. Et figure-toi que c'est la seule chose qui différencie l'éveil du sommeil. Donc si tu regardes l'activité cérébrale, c'est la même. Et apparemment, les activités qu'on a, même si on bouge pas, parce qu'il y a une atonie musculaire, donc le corps, par chance, normalement, s'il n'y a pas de pathologie neurologique, il ne bouge pas. Certains membres, quand même.
Oui, alors durant le sommeil paradoxal, le membre dont tu parles bouge et c'est le seul signe scientifiquement valable qui dit vraiment là la personne est dans le sommeil paradoxal. Le gros orteil, donc. Oui, exactement. Oui, qui gonfle. Alors, c'est vrai, on se dit, bon, il y a que la volonté et le contrôle qui n'agit pas durant cette phase, mais alors ça sert à quoi? Pourquoi est-ce que le cerveau ne se repose pas? Il a rien de mieux à faire, quoi, vraiment que de s'activer. C'est pas la poubelle de l'âme. Ah, justement, on va essayer de voir ça cette semaine. Parce qu'on répond pas aux questions maintenant. Hein? Non. On pose les problèmes, mais on répond aux problèmes plus tard. Voilà, c'est un peu la problématique générale, parce que je trouve que c'est rigolo, en fait, que ce genre de choses se déroulent, et en fait, on sait pas à quoi ça sert. Voilà. En tout cas, on a des pistes, mais... Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours trouver un sens à tout? Écoute, c'est quand même le rôle de la science, d'essayer de trouver des Oui, explications. Mais parfois la science se heurte au mur de l'incompréhension, au mur de l'irrationnel. C'est possible, mais on n'est pas contre, quand on est scientifique, de pas trouver. C'est pas la question, c'est un jeu de l'esprit. Et là, pourquoi vous enlevez votre veste? Alors, j'ai un petit peu chaud. Ah, je pensais que c'était pour essayer d'imprimer une marque dans ma tête pour que je rêve de vous cette nuit. Peut-être. Alors, oui, on verra aussi cette semaine à quel pourcentage des événements de la vie éveillée surviennent la nuit comme ça dans les rêves. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est tout imaginaire? Bon, hier soir ou l'autre soir, là, je regardais un match de foot. Je vais me coucher, j'ai rêvé que je jouais à un match de foot. Oui. Et il y avait la balle qui était juste en face du but, j'avais qu'à la mettre dedans et je tombais. Ah, t'as pas réussi. Non. C'est horrible. Oui, les situations d'échec, ça fait partie des cauchemars récurrents. Voilà, c'est au moins 80% des rêves sont quand même des situations de lose totale. Cauchemar récurrent également, la musique que vous nous proposez. T'es sûr que tu veux l'écouter maintenant? Oui. Alors, j'avais encore des trucs à dire. Oui, on va le garder pour la suite de la semaine. Je pense que c'est bien calibré comme ça. D'accord, mais alors c'est pas un cauchemar, c'est Francesco. Tu te rappelles de Francesco, une pizza pour la 12. Oui, exactement. Qui vient de Nyon et qui va nous interpréter Le rock, c'est ma grande passion. Rock'n'roll, c'est ma grande passion. Dans le musique, le rock, et le rock'n'roll, c'est ma grande passion. Et si même, et dans le musique de rock, ça rock, sur la scène de rock. Et musiciens de rock, rock'n'roll, on fait que du voir. Le rock'n'roll, c'est ma grande passion. Et sort de et musiciens de rock. Et musiciens de rock. Surtout on est le rock. Et musiciens de rock. Plus ça rock. Il y en a qui disent ah, c'est gratteux. Plus ça gratte, plus ça fait. Plus ça comme ça. Voilà, Francesco. Oh, j'adore. Il nous écoute? Alors, je crois qu'il est très fier de passer dans Radio Céphale. Oui, c'est vrai. Francesco, si tu nous écoutes, on te fait un gros poutou. Et oui, absolument. Et s'il veut venir jouer une fois en direct, ça serait pas marrant? Et moi, je finis fin juin, donc il pourra venir au mois de septembre. Radiocéphale. Je voudrais penser à quelque chose et je n'arrive pas. Ça me donne faim quand tu penses. J'ai mon idée sur la question. Pendant mon séjour à l'asile, ils ont étudié mon cerveau de façon intensive. De toute façon, je crois que je n'ai jamais compris ce qu'il avait dans la tête. Comment pourrais-je vous aider de là où je me trouve? Je suis également dans votre tête, je suis vous. Radiocéphale.
Bonjour, docteur Jean-Pierre. Bonjour Duja. Quoi de neuf, docteur? Est-ce que nous rêvons tous de la même chose la nuit? On a compris maintenant, on rêve tous, toutes les nuits, ça, il n'y a aucun doute. Et la grande majeure partie de la nuit, on peut dire. Est-ce qu'il y a une norme? Est-ce qu'on rêve tous de la même manière? Alors déjà, en 1966, il y a Olan van de Kassel, Oui, on le salue. qui a décodé, alors je sais pas si tu te rends compte, sur 40 ans, 50 000 rêves de jeunes gens américains. C'est quand même phénoménal, moi je trouve, non? Alors le système de codage, il est très très simple. C'est en fait coder s'il y a la présence de personnages, combien ils sont, est-ce qu'ils interagissent, quels âges ils ont, s'ils sont enfants, adolescents, quelle est la position du rêveur par rapport à eux, est-ce que ces personnes sont familières, est-ce qu'il y a une situation d'amitié, d'agression, sexualité, est-ce qu'ils marchent, ils parlent, ils voient, ils réfléchissent, le contexte indoor, outdoor, campagne, enfin tout. C'est un boulot de dingue, vraiment. Et ce qu'il en sort, c'est que, par exemple, des animaux sont présents c'est vraiment la majorité, 6% des cas de tes rêves, il y aura un animal. Des personnages familiers, par exemple de ta famille, de ton entourage, 45%. Et si par exemple on a quelqu'un de sa famille qui est un animal? Oui, ça marche aussi. Alors dans la moitié des cas, on rêve, c'est indoor, donc c'est à l'intérieur. Oui, bon, il y a des mots français quand même, docteur. En intérieur, oui. Je crois qu'on peut dire. Oui, d'accord. On n'est pas au tennis ici. Alors, les charges émotionnelles négatives sont normalement plus présentes que positives. Les rêves sexuels à 10%. Ça fait pas beaucoup, 10%, agression environ 40%, amitié 40%, etc. Donc il y a une liste vraiment phénoménale du contenu des rêves qui est vraiment présent un petit peu partout. Et d'ailleurs, ensuite, ils font passer le test suivant. Ils prennent les femmes et les hommes qui ont décrit leurs rêves dans des petits cahiers et jusqu'à ce qu'il y en ait 50, chacun. Et ensuite, ils demandent à des experts de décoder les rêves et de dire trouver les femmes et trouver les hommes. Pour une raison simple, c'est juste pour voir si les hommes et les femmes rêvent de la même chose. Si on arrive à les distinguer à l'aveugle, comme ça, eh bien c'est un échec cuisant. Impossible de distinguer un rêve de femme d'un rêve d'homme. Donc non, on n'arrive pas à dire tiens, ça semble un peu plus féminin. Moi je pensais que les femmes rêvaient de sacs à main, de chaussures. Non, et les garçons de sport, de voitures et... T'as pas rêvé de football récemment? Oui. Ah ouais. Mais j'arrivais pas à planter, quoi. Ouais, le but à 2 mètres de la ligne. J'avais qu'à mettre le pied, je suis encoublé dans un brin d'herbe, mais bon, qui faisait au moins 3 mètres de haut, donc. Ouais, normalement c'est naze, vraiment, les cauchemars. Pourquoi toujours ça. L'échec dans les rêves? C'est l'impuissance totale, oui c'est vrai. En tout cas, bon alors homme-femme on n'arrive pas à distinguer, maintenant on le sait. Et puis ensuite ils se demandent est-ce que l'on vive en forêt amazonienne ou alors je sais pas au Cap Nord ou alors aux États-Unis ou en Suisse, parce qu'ils l'ont aussi fait en Suisse. Est-ce qu'on a le même contenu de rêve? Ça pourrait nous donner... Non, forcément pas. Ah, en tout cas, les Esquimaux vont rêver qu'il y a 2 phoques qui jouent la pâte à modeler sur la banquise. Oui. Et puis peut-être qu'en Tanzanie, on rêvera, je sais pas moi, d'autres choses, non? Le lieu où... Puis en Suisse, quand on fait de la raclette ou un truc non, comme mais ça. bon, t'as un environnement en général connu dans tes rêves. Oui. C'est plutôt ton environnement connu. Tu peux pas rêver d'endroits où t'es jamais allé. Voilà. Me semble-t-il. C'est pour ça qu'ils ont fait cette étude. Étant donné qu'homme-femme, on n'a quand même pas la même vie éveillée. Et pourtant, il semble que les rêves soient identiques, ou similaires en tout cas. Je dirais chinois, il croise plus de chinois dans son rêve que moi. Attends. Mais attends, j'ai pas donné les résultats. Parce que, alors, dans le monde entier, tous les êtres humains, apparemment, il y a vraiment des grandes lignes générales. On rêve à peu près tous des mêmes situations. Maintenant, il y a quand même des différences, et particulièrement dans la présence d'animaux. Donc, si c'est des contrées un peu plus retirées et tu vois, un peu moins industrialisées que ici, il y a plus d'animaux et des agressions avec des animaux. Ils se battent avec des loups. Vous rêvez parfois des animaux? Oui. Lesquels reviennent dans vos rêves, docteur? Des limaces. Des limaces? Oui. C'est vrai, en plus. C'est métaphorique, hein? Oui. Je vais me faire psychanalyser. Non, je rigole. Et puis, alors les animaux. C'est dégoûtant. Et les autres, l'autre différence entre les différentes cultures, c'est les agressions. Alors, par exemple, il y a un peuple qui s'appelle Ir Yoron.
c'est une tribu aborigène en Australie. À 90%, leurs rêves sont constitués d'agressions. Donc justement, avec les animaux, avec des autres hommes, avec des femmes, enfin bref, violence. Ils se bagarrent non-stop. Aux États-Unis, par exemple, pour les mêmes agressions, elles sont là que à 50%, donc dans la moitié des rêves. Et en Suisse, 25%, la moitié moins qu'aux États-Unis. Alors nous, on rêve pas d'agression. Donc le contexte, la vie vécue joue un rôle. Voilà. Donc oui, c'est universel, les rêves, mais Vous avez dit non avant. Il y a des particularités culturelles quand même. Non, j'ai dit entre les hommes et les femmes. Ça, il n'y a pas de différence. Mais normalement, on vit quand même dans la même société. On a à peu près les mêmes règles de vie, tout ça. Mais là, vraiment, on voit des petites différences. C'est pas énorme. C'est juste ces quelques points. Mais le reste, on rêve à peu près de la même chose. Évidemment que dans une tribu amazonienne, ils vont pas rêver de voiture. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ou alors oui. Sans en avoir jamais vu. Ça sera encore plus dingue. Parce que parfois on rêve de trucs, on s'imagine que c'est irréel. Peut-être que ça existe ailleurs, dans une autre dimension. Et finalement on ouvre les portes de la perception, docteur. Ouais, mais là, alors tu parles de mouvement artistique, de pas forcément, dadaïste. Pas forcément. Non, t'es sûr? Peut-être que c'est maintenant le rêve. Et puis, c'est maintenant le rêve. On rêve qu'on fait de la radio, docteur, mais en vérité nous sommes en train de dormir. Non. Nous sommes des limaces dans une autre vie. Ah, tu vois, je le sentais. Et il y a d'autres différences qui viennent d'être découvertes. Et je les trouve extrêmement drôles. C'est la différence entre les jeunes gens et les personnes qui ont 50-60 ans. Les personnes de 50-60 ans font des rêves plus fréquemment en noir et blanc que nous. Par exemple, tout simplement, alors maintenant l'explication elle commence à émerger, ça serait parce qu'il y a eu tout à coup l'apparition du cinéma, de la télévision, de la photographie, et tout était en noir et blanc. Donc ils ont été élevés quand même dans des médias noirs et blancs, et actuellement, vu qu'on est revenu à la couleur, on rêve en couleur, oui, et puis... par exemple, avant la télévision et le cinéma et tout, Aristote, Descartes et tout, et Freud, ils décrivaient les rêves en couleur. Mais c'est vrai qu'il y a juste cette petite période où les gens ont plus rêvé en noir et blanc, et je trouvais que c'était amusant. Comme, et avec les gens qui n'avaient pas le décodeur pour regarder les films de cul sur Canal le samedi soir, ils rêvent cryptés. Oui, peut-être. Oui, c'est peut-être ça. En tout cas, je trouve que c'est assez amusant. Donc oui, il y a des reliquats de la vie quotidienne dans les rêves, et on verra demain à quel pourcentage et qu'est-ce qui reste et à quel moment ça ressurgit. Est-ce que si l'après-midi je rêve de limace, je vois une limace, ah, c'est ça. Je commence à tout mélanger. Dans vos siestes, l'après-midi, vos siestes post-apéritives, vous rêvez de limace, docteur. Est-ce que si je croise une limace, je vais rêver de limace la nuit qui vient? Oui. Eh ben demain la réponse. D'accord. Voilà, quel insoutenable suspense. Musique. Nous allons écouter The Death Killer, une petite fille de 5 ans et son frère de 9 ans. The Death Killer, yes. Le tueur de la mort. Ouais. Ah. This song is called Homer Simpson. Yep, yep, yep. A 1, a 2, a 1, 2, yep, 4. Ça chie. Oui. C'est violent. Ces enfants sont violents. Oui. Je me demande ce qu'ils sont devenus. Est-ce que ça serait pas les White Stripes? Ou les masques à poppers. Radiocéphale. Je voudrais penser à quelque chose et je n'arrive pas. Ça me donne faim quand tu penses. J'ai mon idée sur la question. Pendant mon séjour à l'asile, ils ont étudié mon cerveau de façon intensive. De toute façon, je crois que je n'ai jamais compris ce qu'il avait dans la tête.
Comment pourrais-je vous aider de là où je me trouve? Je suis également dans votre tête, je suis vous. Radiocéphale. Bonjour, docteur Jean-Pierre. Bonjour déjà. Quoi de neuf, docteur? Allez, on continue sur les rêves. Tout le monde a déjà remarqué que les rêves, en fait, c'est très rarement la copie conforme d'événements particuliers de la journée. C'est toujours complètement déformé, il y a peut-être des petits éléments, tout ça. Mais pour quantifier vraiment la chose, il faut quand même mettre en place une procédure expérimentale et scientifique. Alors voilà, on va voir aujourd'hui à quel pourcentage les événements de la journée se retrouvent dans nos rêves. Est-ce que c'est la nuit même? Est-ce que ça vient plus tard? Est-ce que ça peut venir à tout moment? Est-ce que là, par exemple, je pourrais très bien intégrer un événement qui s'est déroulé il y a 1 mois? On va voir ça un petit peu aujourd'hui. Le premier à se rendre compte vraiment de ça, c'est Jouvet. Et c'est celui... Patrice Jouvet? Mais non. Comment il s'appelle? Attends, Michel? J'ai un doute, mais je crois que Patrick. c'est... Patrick. Patrick Jouvet. Et donc... Où sont les rêves? C'est ça, hein? Et lui, en fait, il a découvert le fait qu'il y ait des mouvements oculaires durant les phases paradoxales. Le Rapid Eye Movement Sleep, en anglais. Grâce à mon accent, vous avez tous... REMS. Exactement. Et puis, lui, il enregistrait tous ses rêves avec un électroencéphalogramme. Et puis, il notait ses récits de rêves le matin. Vraiment des gens encore un d'autre à foutre. Hein. Ah non, mais un passionné. Il a fait ça toute sa vie, donc il s'est consacré... Il est payé pour faire ça. Bah bien sûr, mais pas très cher. Hein. Ça, les chercheurs sont... Il n'y a pas de vérité au bout de la recherche. En tout cas, il met... En fait, il en parle juste comme ça dans un bouquin. Il dit, ce qui est étonnant, c'est que quand je pars en voyage, mon environnement là où j'étais avant, reste pendant environ 8 jours dans mes rêves. Donc, il faudrait à peu près 8 jours pour intégrer le nouveau lieu. Donc, s'il va tout à coup en Thaïlande, pendant 8 jours, il semblerait qu'il rêve encore d'éléments français. Donc, il se dit, tiens, c'est quand même bizarre, avant que la Thaïlande arrive dans mes rêves. Et puis, quand il revient à Paris ou en France, ça met exactement le même temps. C'est-à-dire, il y a vraiment un laps de temps où les éléments sont pas intégrés du tout. Il continue à rêver. Mais voilà. Ça, c'est fou, parce que j'ai élaboré une théorie un soir vers 2-3 heures du matin. Ouais. Et j'étais persuadé, j'essayais de persuader des gens du fait que quand on voyage, au bout d'un moment, on fait d'autres rêves que ceux qu'on fait ici. Parfaitement. Eh bien, tu vois, c'est Jouvet et il l'a décrit dans un livre années 90. Il a remarqué ça et il n'est pas allé beaucoup plus loin. Lui, il était parti plutôt sur autre chose. Donc voilà, mais il le décrit déjà, c'est la première fois. Et puis, beaucoup plus récemment, il y a quelqu'un qui a dit, OK, alors on va essayer de voir quel est le pourcentage de la vie quotidienne, des événements qu'on retrouve dans les rêves et quel jour, quand. Est-ce que c'est possible de trouver? Pourcentage, ce genre de choses, faut être fou. Eh bien, on a quand même quelques éléments. Donc, il demande aux gens de faire, c'est durant 15 jours, vraiment un journal intime de leur vie quotidienne. Donc, je suis allée au supermarché, j'ai acheté de la salade, enfin, tu vois, le truc vraiment splendide, passionnant. Oui. Oui, voilà. Ça dépend de la vie qu'on a en même temps. Ben oui, mais en tout cas, c'est des volontaires, donc ça doit les intéresser forcément quelque part. Et puis, le lendemain, après chaque nuit, s'ils se souviennent de rêves, ils doivent exactement décrire de quoi ils ont rêvé, avec les personnages, les interactions sociales, etc., etc. Ensuite, à la fin des 15 jours, on fait le bilan. Donc, on met des notes pour essayer de trouver s'il y a un lien entre des éléments de la journée, même si c'était dans les 15 jours, hein, et puis les rêves la nuit. Est-ce que vraiment il y avait un lien? Et alors, il y a des liens faibles entre des éléments de la vie réelle et la vie rêvée, si tu veux, à 15%. Donc, lien faible, je t'ai pris un exemple de l'article. Hein. Donc, 15%, c'est donc... pas énorme, hein, on est d'accord. Lien faible, c'est par exemple l'événement du jour. La fille avait écrit: j'ai passé la soirée avec mon amoureux, il est allé se coucher tôt et moi je n'avais pas très envie, je l'ai rejoint plus tard. Elle dit pas ce qu'elle a fait. Hein. Bon, le rêve, un rêve qui n'était pas forcément le soir même, hein, mais le rêve était: j'étais en vacances avec mon amoureux, la plage était couverte de chats coquillages, je devais leur sectionner la tête avec un instrument conçu exprès. Donc un rêve farfelu, mais il y a l'amoureux. Donc on peut estimer qu'il y a quand même un lien faible. Quelque chose comme ça. Les coquillages surtout. Oui aussi. Alors, parce que dans les coquillages, on entend la mère. Oui. Et sa mère, à lui, ne voulait pas. Oui, se marie. Mais ils sont... C'est ce que Lacan aurait dit. Je crois qu'ils sont une dizaine de juges et ils se sont mis d'accord. Ça, c'est un lien faible. Le lien évident, en fait, est représenté, c'est 4 à 5% de nos rêves, vraiment
contiennent un événement évident de la journée. Je te donne un exemple. Événement du jour. Bonjour. J'étais au travail, à côté du magasin Truc. J'étais stressée parce que c'était la cohue pour les achats de Noël. Le soir, j'ai regardé Shrek à la TV, puis d'autres programmes qui suivaient. Et je te promets que c'est vraiment ce qui est écrit dans l'article. Dans le rêve, je travaillais dans le magasin Truc, mais je ne connaissais personne. Une voiture conduite par Shrek s'arrêta devant le magasin. Son coffre était rempli de cadeaux de Noël. Et là, il y a un lien évident. Il y a beaucoup de personnages qui ressemblent, même d'un point de vue géographique, il y a quelque chose, voilà. Donc ça c'est représenté à 5% environ, alors que les liens pas très évidents, faibles, 15%. Mais ce que trouve vraiment cette étude, et ça c'est vraiment génial, c'est que le plus haut taux, c'est le soir même, qu'on trouve les liens forts et moins forts. Le soir même, tout à coup, ça passe à 25%. Donc un quart de vos rêves... D'accord, donc plus ça se dilate dans le temps, moins on a de chances de rêver d'événements réels. Non, parce qu'il y a un autre pic, 5 à 7 jours plus tard. Ah, autant pour moi. Ouais. Donc c'est soit le soir même, un quart des rêves est constitué d'événements du jour. 7 jours pile. 5 à 7. 5 à 7. Il y a un pic. Et hop, il y a un pic, que ça soit des liens évidents ou faibles. C'est-à-dire que quel que soit l'événement, tout à coup on retrouve... Alors, par exemple, si je croise une limace, soit j'en rêve ce soir... directement. Ou alors dans 5 à 7 jours. Oui, exactement. Mais elle sera sèche. Elle peut revenir, ce n'est pas fini pour elle. Elle revient et elle n'est vraiment pas contente. La limace. Oui, exactement. Et ça, c'est vraiment une jolie découverte, parce que ça nous met quand même sur la piste de la fonction du rêve. Et ça, on verra, il y a des différentes théories qui ont été mises en place, et elles s'inspirent beaucoup de ça, qui serait en fait, d'un point de vue de la mémoire, extrêmement utile. Si au bout d'une semaine, l'information que tu as croisée la journée ne t'est plus utile, c'est un peu comme si tu la jetais, tu faisais un tri en fait. T'en as plus besoin. Je me rappelais que c'était l'angle de telle rue et telle rue, que la limace était là, blessée, ou elle m'appelait. Non, je sais pas. Mais si j'ai pas besoin de cette information dans la semaine, je dois m'en débarrasser. Mon cerveau a besoin de place, entre guillemets. Donc il y aurait comme ça le cycle, la nuit même, et à la fin de la semaine, et ensuite, normalement, vous êtes débarrassé de tout ce qui n'est pas extrêmement utile et pertinent pour votre vie de tous les jours. Ça, c'est de la théorie. C'est pas mal. C'est m'arrivé de rêver de trucs quand même bien plus tard. Et de devoir me souvenir de pourquoi j'avais rêvé de ça, et ça m'est venu un jour bien plus tard. Oui, mais alors peut-être justement parce que tu l'avais pas oublié. C'était pas très important. Tu l'avais pas oublié tout de suite quand même. Normalement, il était resté caché dans un tout petit coin de ma mémoire. Ah ouais, c'est possible. En tout cas, on verra. Alors demain, il y a plusieurs types de théories, dont celle-ci, qui, en tout cas, est celle qui a le plus de poids aujourd'hui auprès des chercheurs. Ouais, elle pèse combien ? Alors, elle pèse une chanson, et je peux dire que c'est du lourd. Alors, c'est Baudouin de Gers, sûrement un Belge, qui en fait a repris tous les tableaux de Wölfli, qui est cet artiste d'art brut, qui fait toutes des partitions là, comme ça, dessinées, et il les joue. Et tu verras, ça, c'est spectaculaire. Donc déjà, le mec qui peint ça est complètement cinglé. Alors le mec qui en fait de la musique, ça doit aller très très loin. Oui, exactement. Plus loin que le destin de la vie, de ton rêve. Ça veut rien dire, mais c'est cool. Ah, c'est fini. Ah, c'est déjà fini. Oui. Faudra nous en ramener des autres, des comme ça. Hein. C'est bon. Ils sont autant à chier que les autres, mais un petit peu plus courts quand même. À demain, docteur. Ciao. Radiocéphale. Je voudrais penser à quelque chose et je n'arrive pas. Ça me donne faim quand tu penses. J'ai mon idée sur la question. Pendant mon séjour à l'asile, ils ont étudié mon cerveau de façon intensive. De toute façon, je crois que je n'ai jamais compris ce qu'il avait dans la tête. Comment pourrais-je vous aider de là où je me trouve? Je suis également dans votre tête, je suis vous. Radiocéphale.
Bonjour, docteur Jean-Pierre. Bonjour Dujardin. Eh bien, figurez-vous, docteur, que j'ai rêvé de vous cette nuit. Vous m'apportiez une charrette de saucisses d'ajoie. Et oui, alors c'était vraiment un rêve, parce que normalement je les mange, moi, C'est vrai. toute seule en cachette. J'ai oublié quelque chose? Non? Quoi de neuf, docteur? Ah, c'est vrai? Oui. Ah, voyou. Alors, nous allons essayer de voir quelles sont les théories sur la fonction des rêves, et on va partir de 1900 avec Sigmund Freud, déjà la théorie des rêves, et la fonction, à quoi ça sert? Alors juste pour rappel, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant, pour lui, tout ce qui est douteux dans la journée, qui est inacceptable, est censuré par un espèce de surmoi, hein, on ne sait pas exactement ce que c'est, et en fait tout ce qui est inacceptable ressurgirait la nuit pendant les rêves, et c'est pour ça qu'on rêverait, C'est n'importe quoi. pour faire une balance. Alors Chez lui, peut-être, parce qu'il avait un gros problème avec ses fantasmes. oui. Mais écoute, on a vu 10% des rêves ont des contenus sexuels. Alors si vraiment c'était que des trucs inacceptables, Vous, c'est avec les il y en- limaces. il y en aurait beaucoup plus, oui, c'est vrai. Et puis, dans 70 à 80% des cas, c'est une loose extraordinaire. Normalement, je sais pas, si on veut courir, en fait, on fait du surplace, on tombe dans des trous. Faut que je vous raconte une anecdote. Ouais. J'ai fait un rêve adolescent ridicule. Ouais. Vous voulez que je vous le raconte? C'est mes préférés. Ouais. Alors, c'était l'époque où on avait très très envie, vers 15-16 ans, comme ça, de vivre nos premières expériences, nos premiers émois. Et j'avais rêvé, en fait, non pas que je faisais l'amour avec une jeune fille, mais que j'allais dans un kiosque et que je dévalisais le kiosque de toutes les revues porno. Et arrivé chez moi avec la masse de revues, en fait, c'était des bottins de téléphone. Et puis il y avait pas de truc de cul dedans. Ah oui, Et je me d'accord. souviens que dans le rêve, j'étais tout content parce que j'avais volé tous les Playboy, tous les lui du kiosque. Ouais, En fait, bravo. j'étais arrivé chez moi, puis je lisais ça, puis il y avait des catalogues sur le bois. Ah, c'est un bon, ça. Ouais, il est bien. Pas mal, hein. Ouais, il est bien. Alors, justement, sur le fait que vraiment ça soit la loose, si vraiment c'était que les choses inacceptables et qui étaient censurées la journée et qui réapparaissaient la nuit, dans les rêves, je pense que ça serait plus que ça, hein, on est d'accord. Par contre, il y a quelque chose... Chez vous, Ouais, c'est oui. vous qui avez des pensées inavouables. Mais disons que il n'était pas tout faux non plus, Freud, avec cette théorie, parce que maintenant on sait que, en fait, la journée, il y a tellement d'informations qui nous parviennent que le cerveau, qui a capacité limitée, on ne peut pas engranger des informations à l'infini avec les mêmes valeurs. Donc il y a des informations qu'on sélectionne, on dit ok, celle-là elle me sera utile, et par contre les autres, elles ne sont pas traitées de façon consciente, mais elles sont quand même arrivées au cerveau par les yeux, par les oreilles, tout ça. Et forcément, là-dessus, tu vois, il n'était pas tout juste, mais on peut quand même trouver des similitudes. En fait, on n'a pas rendu conscient une information parce que sinon, on serait surchargé. C'est pour ça que parfois d'informations. on rêve de choses grotesques ou ridiculement banales. Oui. Par rapport à des éléments de la journée qui étaient, je sais pas moi, j'ai juste vu une paire de ciseaux sur un bureau, puis la nuit je rêve que j'ai des grands ciseaux, puis que je coupe Voilà. une haie de 6000 km de long. Enfin, Alors, c'est ça que vous dites. Exactement, comme on a vu hier, en fait, ce serait une espèce de fonction de tri, hein, en fait, le rêve. Autant Sigmund Freud, il se serait attaqué à la symbolique des ciseaux, autant actuellement, on dirait plutôt, c'est justement une information qui n'a aucune valeur, aucune. Pas forcément. Et Faut connaître la symbolique des ciseaux. Alors, peut-être qu'il y en a une. alors, J'ai peut-être pas dit ça au hasard. je peux te dire qu'il aurait trouvé. Hein. Alors pour ça, il était fort. Hein. C'est de l'association d'idées. Tout le monde peut y arriver, aucun problème. Peut-être Hein. couper le sexe de mon père, Ouais. le complexe d'Édipe, tu vois, le castrateur, le sécateur. Sur la symbolique, sérieusement, il n'y a aucun support dans la recherche. Il faut éliminer cette idée. C'est par contre un exercice extrêmement amusant et qui donne lieu à des tableaux fantastiques. Si tu vois Salvador Dali ou des trucs comme ça. Les montres molles. Mais c'est artistique, hein. Voilà, c'est rien de plus. Alors ensuite, il suit Jung, hein, qui a aussi fait une théorie des rêves. Ça, c'est années 30. Alors Jung, je sais pas, il mettait des fessées à ses patientes. Non, t'as vu le film de Cronenberg, Non, je le voulais aller dernier? le voir. Non, justement, ça fait partie des films. Chaque fois que j'ai envie de regarder un film, je dis, oh, mais il y a rien, c'est nul. En fait, je rate les bons films. Eh ben, regarde-le pas, celui-là. Hein. Je me suis beaucoup ennuyée. Il est vraiment inutile. Enfin, moi, je l'aime pas. Histoire de Jung et Freud. Oui, et je suis vraiment fan un peu de avec du Cronenberg. romantisme aussi au milieu, non? Oui, j'ai pas accroché. Moi, je préfère Cronenbourg, hein, personnellement. Bah, moi aussi, dans le bleu.
Maintenant que tu le dis. Enfin bref. Alors pour lui, c'est pour la route. Le rêve, c'est une activité paléopsychique. Je sais pas si tu. Paléopsychique. Oui. En fait, on rêverait toute la journée et toute la nuit, et ça serait simplement la journée. La conscience serait tellement omniprésente qu'on l'entendrait pas. Mais en fait, le rêve est constant dans une vie et ça permettrait comme ça de fonctionner. Ça serait notre vrai flux courant intérieur, ça serait l'âme. Ouais, peut-être. Hein, Alors bon, sur ça, par exemple, si on regarde les animaux, je sais pas, les chats qui ont jamais vu une souris et qui sont en appartement depuis, je sais pas, 3 générations et qui, dans leur rêve, ils rêvent de souris. Ils rêvent de chasser des souris. Non, ça pourrait être quand même. Là, tu vois, j'essaie quand même de faire des parallèles. Il y a quand même quelque chose qui pourrait être le maintien de l'espèce, qui est, il faut maintenir des réflexes au cas où, il croiserait une souris un jour, mais le pauvre chat persan. Ça donne des sacrés traumatisés. Ouais, une névrose totale, quoi. Mais il y a aucune raison. Ils rêvent qu'ils chassent des souris, puis dans la réalité, il n'y en a pas. Voilà, mais donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui correspond à l'espèce et à le maintien de l'espèce qui revient dans les rêves. Et c'est également peut-être pour ça que dans le monde entier, on retrouve quand même des constantes, des généralités. On rêve tous à peu près de la même chose. Une forme de génétique onirique. Voilà. Alors, tu vois, Jung, bon, c'était pas tout faux non plus. Je dois dire que c'est à partir de 1977 que les psychanalystes se fâchent très fort avec les chercheurs en neurosciences, parce que c'est la première théorie neurobiologique de l'origine des rêves. Et alors, c'est l'hypothèse, l'activation-synthèse de Hobson et Macaulay. Alors, eux, ce qu'ils disent, c'est que c'est simplement de l'anarchie complète, hein, les rêves. C'est-à-dire que le cerveau, il continue à fonctionner à fond les ballons, mais en fait, c'est des impulsions anarchiques et aléatoires. Ouais, je crois pas. Voilà, et ça produit... Là, je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà. Parce qu'il y a quand même des événements précis dans ta vie où tu rêves de choses précises à un moment donné. Voilà. Il y a pas, c'est pas anarchique du tout. Mais c'est des... Je vais pas parler de ma vie, mais j'ai vécu des moments tristes dans ma vie et c'est là que je faisais les pires cauchemars, docteur. Et oui, mais c'est des activations qui reviennent durant les rêves, mais de façon anarchique. Et quand on se lève, on fait un récit de quelque chose qui aurait du sens, par exemple. Mais vraiment, le rêve n'a pas de fonction autre que un espèce de décharge neuronale. Voilà. Ça, c'est vous qui le dites. Non, si vous êtes freudien, n'hésitez pas à nous contacter à que de la radio de couleur3.ch ou sur le Facebook du docteur Jean-Pierre. Et puis SOS freudien, SOS freudien. Sigmund est notre père à tous, défendons-le. Attends, l'autre, elle est encore pire. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, hein, en 77, ils se fâchent, parce que c'est quand même leur gagne-pain aux psychanalystes. Hein, et là, ils sont très, très énervés de dire qu'en fait, il n'y a pas de sens. Surtout avec la thune qu'ils te prennent. Hein. Ah, ils sont millionnaires, évidemment. Et la dernière théorie, en 1983, c'est la théorie du désapprentissage actif. On en a un tout petit peu parlé, c'est celle qui est en cours actuellement. En fait, c'est le tri des informations, faire le ménage et essayer d'oublier les informations non pertinentes. C'est pour ça qu'on rêve en portugais, alors. Ouais, par exemple. Elles sont non significatives, on n'en a plus besoin. Il faut désengorger la mémoire, absolument. Et c'est pour ça, particulièrement, que le lendemain, on aurait énormément de peine à se rappeler de nos rêves. C'est qu'elle est en train de bosser la mémoire. Mais non pas, c'est le tri sélectif, tu vois. Ça, je garde, et elle l'envoie au néocortex, en fait. Tout ce qu'elle garde pas, c'est un espèce de nettoyage. T'as déjà vu sur les ordinateurs quand on voit une grande quantité d'informations à la poubelle, tu les vois comme ça qui défilent. Oui, ça c'était sur Commodore 64, docteur. Ouais. Et donc, c'est pour ça que, en fait, la mémoire, elle serait en train de désactiver ce qui n'est pas utile, et c'est pour ça qu'on se souviendrait très mal, c'est qu'elle a autre chose à faire pendant le rêve. Et les rêves récurrents, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire là-dessus? Eh bien, c'est vrai que c'est un très vaste sujet, et j'ai pas réussi à tout faire. D'accord, que nous verrons ça peut-être une prochaine fois? Mais oui, volontiers. C'est pas bien parce que j'ai que nous verrons ça une prochaine fois, ça se dit pas du tout en français. C'est pas du froc, tu commences à parler comme moi, attention. Alors, pour ta peine, je vais te faire écouter Woody Leifer, qui entend de la batterie dans sa machine à écrire. There are drums in my typewriter. Ah, ça avance là, les cours à l'université de Cambridge ou Oxford? Oui, Cambridge. Cambridge. First certificate? Non, beaucoup plus haut. Ah, quand même. C'est quoi le plus haut? Oh, cheeseburger, je pense. I don't know.
Bon week-end, docteur. Et ciao, toi aussi. There are drums in the typewriter. There are drums in this typewriter. Radiocéphale.